Aujourd'hui, l'art café, il est, il est organisé autour du SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui est une notion dont on va parler aujourd'hui, éventuellement qu'on discutera le 6 octobre lors d'un colloque organisé par le CODES et un certain nombre de structures autour du CODES, et qui se passera donc à Avignon. Je ne sais pas si on a la place, mais vous pouvez toujours voir auprès du CODES. Il y a encore de la place, nous dit Sabrina. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site du CODES et vous y inscrire. Donc aujourd'hui, on accueille Catherine Metelski qui va se présenter, qui va nous faire un petit topo d'une quarantaine de minutes. Après ces 40 minutes, on aura un temps de discussion et je vais vous demander donc de couper vos micros pendant qu'elle parle. Et si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, ce que vous les faites passer par le chat et puis je vais tout colliger et puis on posera les questions à Catherine après et puis vous pourrez bien évidemment intervenir à votre guise après pour donner vos expériences, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, et ben Catherine, tu as la main et le diaporama. Merci et merci à l'ARCA plus exactement, de me permettre de parler des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. Je suis donc Catherine Metelski, je suis la présidente de l'association Vivre avec le SAF et maman adoptive donc d'un maintenant jeune homme de 31 ans né en Pologne et qui est donc atteint par un syndrome d'alcoolisation fœtale complet. Et comme le diagnostic n'avait pas été fait, on a compris ce qu'il avait que quand il a eu 19 ans. Toute son enfance a été extrêmement perturbée, notre vie de famille aussi. Et c'est pour cette raison, pour éviter à d'autres familles de vivre ce que nous avions vécu, qu'on a pris en 2012 donc la décision de créer l'association Vivre avec le SAF. Voilà, pour la présentation, ça va être tout. Donc, je vais vous parler des TSAF aujourd'hui, mais dans l'optique de y penser tôt pour agir tôt. Donc, je vais commencer d'abord par un petit rappel à la fois des définitions, de ce que c'est, un bref rappel d'addicto, mais c'est juste pour, en 3-4 diapos pour remettre les idées en place. Donc, si on commence par les définitions, le terme utilisé maintenant à la place de TCAF, c'est TSAF, donc pour trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout ça, ça désigne un continuum d'effets qui résulte de l'exposition prénatale à l'alcool, l'ensemble de tous les troubles du neurodéveloppement qui peuvent survenir dès la naissance. Les fétales. Ça, c'est la version donc la plus complète qui associe à la fois les malformations faciales caractéristiques et les troubles du neurodéveloppement. La fréquence, il est évident que nous n'avons pas en France d'études précises pouvant nous donner la prévalence, mais les chiffres donc couramment admis par la communauté scientifique, c'est environ un enfant sur 100, donc soit près de 8000 naissances par an, qui sont atteints il va développer un syndrome d'alcoolisation fœtale complet ou vivrait avec des TSAF sans le savoir. C'est un peu gênant d'avoir le message recording in progress. Je ne sais pas s'il y a moyen de l'arrêter.
Donc, ces personnes sont pour la plupart invisibles, très peu repérées, surtout lorsqu'elles sont adultes et évidemment sous-diagnostiquées. C'est pourtant la première cause de handicap mental non génétique et totalement évitable. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de se mobiliser pour faire diminuer cette fréquence. Donc, quelques brefs rappels sur les effets de l'alcool sur les fœtus, l'évaluation du risque et après les principales caractéristiques donc, des deux sortes. Alors, effet de l'alcool sur le fœtus, vous savez tous évidemment que ça traverse la barrière placentaire, que le fœtus est totalement incapable de métaboliser l'alcool. Autrement dit, si la mère consomme en quantité importante, comme il baigne dans un liquide amniotique qui est saturé d'alcool, qu'il régurgite systématiquement, il peut arriver donc que l'alcoolémie du fœtus se retrouve au moins égale, si ce n'est supérieure, à celle de sa mère. Je vous ai mis sur la droite un petit schéma qui montre… excusez-moi. Ah, voilà. Qui montre les différents organes qui peuvent être fortement affectés en fonction de la période donc de la grossesse. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il affecte le système nerveux central, vous le voyez, sur la totalité de la grossesse. Se rappeler qu'il est tératogène pendant la période embryonnaire, d'où les fameuses malformations, et que c'est un neurotoxique violent tout au long de la grossesse. Alors, les atteintes, elles sont plus ou moins prononcées, évidemment en fonction de la quantité, du type de consommation, si c'est chronique, binge drinking. La période de consommation est excessivement importante, vous l'avez vu dans le schéma précédent, puisque les consommations de tout début de grossesse sont la cause des malformations. La sensibilité génétique est importante aussi. Vous voyez sur la droite une photo de deux faux jumeaux où l'une des petites filles visiblement n'a pas de séquelles et l'autre beaucoup plus petite a été atteinte. Donc la sensibilité de la mère importe évidemment et la sensibilité de l'embryon aussi. Ce qui est plus nouveau, c'est qu'on parle maintenant de la consommation d'alcool du père en période préconceptionnelle. Les études récentes sur la souris montrent que l'altération des gènes dans les spermatozoïdes affecte également le matériel génétique de l'embryon et que des atteintes neurodéveloppementales peuvent être constatées. Puis, je trouve que mon côté féministe me permet de dire que je trouve tout à fait normal d'associer le père à l'abstinence pendant cette période. Un enfant, ça se fait à deux, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que la maman qui soit obligée, entre guillemets, enfin, du moins qui ne doivent pas consommer. La spermatogénèse, ça dure 2 mois. Donc, le papa, on lui conseille fortement d'arrêter de consommer lui aussi 2 mois avant. Évidemment, dans le cas des grossesses désirées, parce que dans le cas des grossesses surprises, ça on ne contrôle pas ça. Alors, l'évaluation du risque, on va y passer rapidement. Ce qu'il faut se souvenir et ce qu'il faut dire, c'est surtout que les quantités maximales recommandées par l'OMS forte probabilité de sous-déclaration. La période qui est, j'allais dire, la zone grise, en fait, qui pose problème, c'est les expositions légères et occasionnelles, pour lesquelles, effectivement, alors,
il y a des études maintenant, toujours chez la souris, qui semblent montrer que même dans ces expositions légères et occasionnelles, il y a des risques de troubles neurodéveloppementaux. C'est pour ça que, en fait, le seul message correct, c'est de dire qu'il n'y a pas de dose minimale connue qui garantit l'absence de risque. Et que donc, par conséquent, évidemment, il faut recommander le zéro alcool. Enfin, ça, pour beaucoup, vous êtes à l'ARCA, donc c'est des choses que vous connaissez. Alors, petit rappel sur les caractéristiques. Alors, on va commencer par le syndrome d'alcoolisation fœtale. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était celui qui se voyait, mais c'est aussi le moins fréquent. Donc, il se caractérise par d'abord un retard de croissance intra-utérin, un petit périmètre crânien à la naissance, cette fameuse dysmorphie crânio-faciale tout à fait caractéristique. Dans le petit schéma sur la gauche, donc dans les signes suffisants, vous avez donc la microcéphalie, les fentes palpébrales étroites, l'espace entre le nez et la lèvre plat, bombé, sans relief, plus haut que la normale, et donc la lèvre supérieure amincie. Vous avez à droite les abacs de diagnostic, donc avec en numéro 5, donc cette lèvre supérieure que vous voyez pratiquement inexistante. Il y a d'autres signes associés qu'on retrouve très fréquemment, mais ces trois signes-là, les yeux étroits, le philtrum plat et la lèvre supérieure, sont trois signes qui suffisent pour poser un diagnostic de SAF quand il est associé au retard de croissance et au petit périmètre crânien. La petite photo sur la gauche, ben, c'est mon fils, Thomas, donc à 4 ans à peu près quand il est arrivé en France. Et vous voyez qu'il coche absolument à toutes les cases, hein, avec ce philtrum inexistant, pas de lèvre supérieure, un petit menton. Et en plus, il avait une malformation de l'oreille. Donc voilà, ça, et il faut ajouter à tout ça, bien évidemment, les séquelles neurocognitives, et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Maintenant, les TSAF sans malformation. C'est les plus fréquents, mais je dirais malheureusement, ils sont invisibles. C'est au moins 3/4 des cas. Comme on ne les voit pas à la naissance, ben évidemment, c'est au fur et à mesure de la croissance de l'enfant qu'on va commencer à se douter qu'il y a un problème. Ils se révèlent tout particulièrement à l'école et ils vont se manifester par différents troubles cognitifs, des troubles comportementaux très variés. Même s'il y a une base commune qu'on retrouve à peu près chez tous les enfants, il peut y avoir des enfants qui sont différents. Et leur gravité va également être variée puisque cette exposition à l'alcool, en fait, ça va de quelques troubles pratiquement invisibles, hein, c'est un continuum d'effets, ça va de presque rien à très grave. Le problème des TSAF sans malformation, comme ils ne se voient pas, c'est que du coup, le repérage et le diagnostic sont difficiles. Et on a même une famille chez nous aux prises avec vraiment beaucoup de difficultés dans le parcours médical, avait fini par nous dire « J'aurais vraiment mieux aimé que mon fils ait un SAF complet parce qu'au moins, on me croirait quand je dis qu'il a un problème. » Alors, pourquoi c'est difficile? Je vous l'ai dit, parce qu'aucun enfant ne présente la totalité des troubles et qu'aucun des troubles pris individuellement n'est spécifique. Vous avez des enfants qui vont présenter de légers troubles autistiques, d'autres qui vont avoir un TDAH, ils vont être multidis, mais ce n'est pas parce que nos enfants sont multidis que tous les multidis ont été exposés à l'alcool. Donc ça, il faut vraiment avoir des médecins expérimentés dans ce cas-là. Alors, maintenant, on va aborder le cœur du sujet, y penser tôt pour agir tôt.
Donc, dans la première partie de la phrase, y pensez tôt, je vais vous donner quelques pistes pour le repérage chez les enfants. Donc, tout ce qui doit vous faire penser à une possible exposition à l'alcool en fonction de l'âge. Donc, évidemment, le point principal, quand on le sait, mais malheureusement, on ne le sait pas toujours, c'est la consommation d'alcool chez la maman et le papa, donc qu'on peut associer, mais c'est quand même principalement chez la mère, et l'association de différents signes évocateurs. Donc, si on prend les particularités physiques du SAF, je vous l'ai dit, faible poids, faible taille, et surtout, ce qui est important, c'est que c'est dès la naissance, mais surtout, c'est que ce n'est pas récupéré par la suite. Pareil pour le périmètre crânien. Le faciès caractéristique, il faut faire attention, c'est très visible chez les petits, mais quand vous avez un enfant qui a 12 ans, 14 ans, 15 ans ou plus, là, c'est beaucoup moins visible. Et il peut y avoir également d'autres malformations. Les malformations cardiaques sont très fréquentes, des oreilles et du conduit auditif. Il peut y avoir des malformations des mains, il peut y avoir des angiomes. Enfin, il y a vraiment plein de malformations qui peuvent être associées. Donc, si on parle de nos signes évocateurs, donc pour des TSAF, sans malformation, donc chez les tout petits, chez des tout petits, ben ça va être des bébés ou des petits-enfants qui vont avoir un problème de psychomotricité. Soit ils vont être très raides, soit au contraire, ils vont être tout mous. C'est des gamins qui vont éventuellement pas se tenir assis à l'âge où il faudrait. En même temps, c'est des bébés qui vont être très agités et qui auront un grand besoin d'être contenus, surtout au moment du biberon. Ils présenteront des troubles du sommeil. Ils dorment peu, dorment mal, ils font des cauchemars, ils s'endorment difficilement. On trouve également très fréquemment des troubles de l'oralité, des bébés qui ont des petits appétits, qui ont un réflexe nauséeux extrêmement présent et qui peut durer longtemps. Chez Thomas, ça a duré jusqu'à 7-8 ans. Ils peuvent présenter aussi une hypotonie buccale. Ils vont déjà avoir, pour les plus atteints, on va dire, déjà des troubles du comportement. C'est des petits qui pleurent souvent, qui font des colères. Et ces colères peuvent être dues à une hyperréactivité à différents stimuli extérieurs. Ils peuvent être hypersensibles au bruit, peuvent être hypersensibles à la lumière, peuvent être aussi hypersensibles au toucher. Des bébés qui gigotent sans arrêt, quand ils ont été exposés à l'alcool, ça peut être tout simplement que les vêtements qu'on leur met les grattent, que les étiquettes les grattent. Il faut vraiment penser à tous ces petits détails. C'est pas simplement qu'il est coléreux, c'est que réellement, il y a quelque chose qui le gêne. Et puis, bon, évidemment, les malformations caractéristiques en cas de SAF. J'ai par ailleurs une fiche qui m'avait été donnée par une puéricultrice de notre association, qui est notre responsable en Bretagne, et qui avait fait toute une liste de recommandations pour les tout-petits. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais la partager avec l'ARCA, et ça pourra sûrement être mis sur un site. Voilà. Alors, un petit peu plus grand, on a toujours ces problèmes de psychomotricité. Ce sont des enfants maladroits qui ont du mal à coordonner leurs mouvements. L'agitation, c'est quelque chose qui va rester pendant très longtemps. Ils ne peuvent pas rester assis, notamment pendant les repas, ou alors ils gigotent sans arrêt. Thomas, je me rappelle quand on essayait de lui donner à manger, quand je lui présentais la cuillère, j'arrivais jamais à être en face de sa bouche parce qu'il était tellement dispersé, le moindre truc qui se passait à côté de lui, il regardait. Donc, c'est des enfants, du coup, qui sont difficiles à nourrir. Toujours les troubles du sommeil, toujours les troubles du comportement alimentaire, mais en plus, comme ils ont des difficultés de coordination, eh bien, la gestion des couverts, c'est beaucoup plus compliqué. Ils vont réussir à s'en servir plus tard que les autres.
C'est aussi souvent des enfants qui sont pas curieux pour goûter des nouvelles choses. Les troubles du comportement, ça je vais vous le répéter pour tous les âges. Les colères sont fréquentes vraiment dès l'enfance et surtout on note des réactions violentes à la frustration. C'est des enfants qui ne supportent pas qu'on leur dise non. Les troubles de la communication, des retards d'acquisition du langage très fréquemment. Thomas, il a parlé vraiment couramment que vers 5 ans et demi, 6 ans. Alors évidemment, dans notre cas, comme c'était un enfant adopté, on avait mis ça sur le compte du changement de langue. Mais c'est vraiment quelque chose de fréquent. Souvent, les difficultés de prononciation aussi, qui peuvent être la suite de l'hypotonie buccale. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de les mener chez l'orthophoniste très, très tôt. Et au point de vue du comportement aussi, c'est des enfants qui ont besoin de surveillance constante parce qu'ils se mettent en danger, ils courent partout, ils font absolument pas attention, comme on dit. Ce sont des enfants qui ne font pas attention. Alors, on continue toujours dans la croissance de l'enfant. Chez les plus de 6 ans, qu'est-ce qui doit vous faire penser à une possible exposition à l'alcool? Évidemment, ce sont les difficultés d'apprentissage qui sont dues aux troubles cognitifs. Alors, je ne vais pas vous les détailler tous, mais les plus fréquemment rencontrés, c'est le déficit d'attention, les troubles de la mémoire à court terme, et des enfants qui ne se rappellent jamais ce qu'on vient de leur expliquer. La difficulté de compréhension des consignes, notamment à l'oral, c'est beaucoup plus clair pour eux quand c'est écrit. Des enfants qui ont des difficultés avec l'abstraction, le calcul évidemment, la grammaire, les règles de l'orthographe. Je me rappelle que Thomas n'a jamais compris la différence entre les notions en grammaire, les notions de qu'est-ce que c'est qu'un mot, qu'est-ce que c'est qu'un nom, qu'est-ce que c'est qu'un verbe, qu'est-ce que c'est qu'un complément, qu'est-ce que c'est qu'un sujet. Pour lui, tout ça, ça ne représentait rien. Également des difficultés de repérage spatio-temporel. Alors ça, c'est drôlement embêtant quand on joue au foot avec les copains, parce que évidemment, ça leur arrive de tirer contre leur camp. Et du coup, ils se font rejeter, les copains ne veulent plus jouer avec eux et ils sont très malheureux. Difficulté effectivement également à s'organiser, à planifier les tâches. Ça, c'est tout ce qui concerne les fonctions exécutives. Thomas, il avait toujours un cartable qui était dans un état épouvantable avec les feuilles chiffonnées au fond. Ils ne savent pas s'organiser. Et à cause des lésions du cerveau, c'est des enfants qui sont lents à comprendre, ils sont lents à faire. Et la double tâche, pour eux, c'est totalement impossible. Écouter la maîtresse et écrire en même temps, ils ne savent pas faire. Et tout ça, malgré un QI qui est souvent proche de la normale. Mais le QI, il faut se méfier, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'ils sont tellement hétérogènes dans leurs compétences qu'il y a des items qui peuvent faire beaucoup monter le QI, alors que pour d'autres, ils seront vraiment très, très en dessous de la normale. Alors, les troubles du comportement. Ah, ça, je dirais que c'est vraiment le plus difficile à gérer. L'hyperactivité, quand vous allez dans un musée ou dans un magasin, c'est le gamin qui court partout. Vous savez, c'est celui qu'on regarde et on regarde la maman en disant oh, « mais c'est vraiment pas y faire ». Eh bien non, dans notre cas, le petit, il ne peut pas faire. L'intolérance à la frustration qui s'amplifie bien évidemment plus l'enfant devient grand. Ce qui est très notable aussi, c'est la difficulté à réguler ses émotions. C'est typiquement le petit gamin qui a tellement envie qu'on l'aime, qui devient très collant. Et quand l'autre le repousse, ça le frustre, il ne comprend pas. Et du coup, il devient agressif et il se met à cogner sur les autres.
il a du mal à réguler ses propres émotions, mais il ne comprend pas non plus celles des autres. Ce sont des enfants qui ne savent pas décrypter sur le visage l'état dans lequel se sentent leurs copains. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est de se rappeler que ce sont des enfants immatures. Ils ont peut-être 10 ans, mais dans leur tête, en fait, ils en ont 5 ou 6. Ce sont donc des enfants qui sont facilement manipulables, ils n'apprennent pas de leurs erreurs, ils ne distinguent pas le vrai de l'imaginaire, ils sont souvent dans la fabulation. Et ce qui est remarquable, c'est que ce sont des enfants qui se plaisent à jouer en compagnie d'enfants plus jeunes. Thomas, à 12 ans, il adorait jouer au Lego avec notre petite voisine qui en avait à l'époque 5 ou 6. Important aussi la familiarité excessive avec les inconnus. J'ai par exemple le cas d'une petite fille qui avait une douzaine d'années et qui ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas le droit de faire un câlin au chauffeur du bus qu'elle voyait tous les jours. Pour elle, c'était quelqu'un qui était de sa sphère familiale. Et vous imaginez bien qu'avec des gamines donc de 12-13 ans qui peuvent être formées un petit peu tôt, eh bien, ça peut amener à des problèmes beaucoup plus graves. Ce sont des enfants qui n'ont pas forcément le sens de l'humour, ou plus exactement, qui ne comprennent pas les périphrases. Donc, avec eux, il faut toujours parler clair. Faible compréhension des règles sociales, ça aussi, gros problème. C'est à toi, c'est à moi. Ce manteau, il est tout seul dans le couloir, donc il est à personne, donc je peux le prendre. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à comprendre pour eux, qu'il faut vraiment leur apprendre en répétant énormément et en multipliant les exemples et les situations. Parce qu'ils ne savent pas non plus généraliser. Si vous leur dites le manteau dans le couloir, tu n'as pas le droit de le prendre parce qu'il à l'école parce qu'il appartient à un copain. Quand il va au judo, c'est pas la même situation. Eh ben, il va pas se rappeler que le manteau qui est sur le porte-manteau, il appartient aussi à un copain. Et ben, le besoin de supervision quasi constante parce qu'ils enchaînent les bêtises ou les mises en danger. Dans ce genre-là, un ado de 15 ans qui trouvait oui, je pense quand même qu'il a arrêté maintenant, mais trouvait extrêmement drôle de grimper sur les grues de chantier. Et parce que les pompiers venaient, il y avait la sirène, ils venaient le récupérer, donc ça lui plaisait énormément. Alors, parmi les autres facteurs d'alerte, ça qui sont très importants, les enfants adoptés, il y a évidemment une fréquence d'exposition à l'alcool beaucoup plus élevée parmi les enfants adoptés, notamment d'Europe de l'Est, mais pas que. Quand vous avez aussi un enfant, vous le recevez en CAMS et on a dit ah bah ce petit il est peut-être il a peut-être un TSA, il est peut-être ci, il est peut-être ça, et que en fait les prises en charge ne fonctionnent pas. Ben, il faut vous dire que peut-être en fait c'est un gamin qui a été exposé à l'alcool. Les enfants de fratrie en difficulté aussi. Du coup, quand il y en a un qui est repéré, il faut peut-être s'intéresser aux frères et sœurs et du coup à la maman aussi. Et très important, les enfants placés. Alors, comme d'habitude, il n'y a pas d'études en France sur le sujet, mais il y a des études nord-américaines qui disent que par rapport à la population générale, il y a 10 à 15 fois plus d'enfants avec TSAF dans les enfants placés et 10 fois plus d'enfants avec un syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc ça fait partie de nos futurs combats, hein, puisqu'on va entamer une formation des personnels de l'ASE dans le Vaucluse avec Sabrina et le CODES là, dans pas longtemps. Alors, maintenant le deuxième volet, agir tôt. Donc là, je ne sais pas d'ailleurs si Catherine, tu as 10 minutes encore. Oui, bah, ça va le faire. Okay. Parcours vers le diagnostic, ça, je vais vous en parler rapidement. Bon, vous connaissez le parcours coordonné, donc ça, je ne vais pas y revenir. Le parcours diagnostic, bah, voilà, c'est comme ça qu'il se passe. Hein.
Ce qui est important, c'est l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire parce qu'il faut pouvoir repérer toutes les anomalies physiques. Et le parcours de soins, eh bien, il peut être très, très varié et il peut être très lourd, malheureusement, pour les familles. Ça, c'est l'exemple de bilan neuropsy, mais je l'ai surtout fait pour les familles parce que c'est elles qui me demandent comment ça se passe. Alors, maintenant, plus important, qu'est-ce qui se passe chez un ado ou un adulte s'il n'y a pas eu de repérage précoce et de parcours de soins? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le gamin, il va développer des troubles secondaires. Hein, parce que, à force d'avoir des réactions inappropriées de sa famille, de l'école, à force d'être traité de gamin qui n'a pas de volonté, de gamin qui est insolent, en fait, ben non, ils font pas preuve de mauvaise volonté, nos enfants. C'est pas qu'ils ne veulent pas bien faire à l'école, c'est qu'ils ne peuvent pas. Hein. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir un diagnostic précoce, c'est pour limiter les troubles secondaires. Donc, qu'est-ce que c'est ces troubles secondaires? Alors, chez l'adolescent, c'est vraiment les troubles comportementaux qui prennent le pas sur les troubles cognitifs. Parce que l'adolescence, plus l'exposition à l'alcool, ben, je peux vous dire que ça fait un cocktail vraiment explosif. Vous avez tout ça qui peut se passer et qui se passe très souvent. Je peux vous dire que c'est dans les ados de plus de 15 ans chez nous, ils cochent pratiquement tous à au moins 5 de ces aspects comportementaux. Hein. Et du coup, faut pas que je touche à ma souris. Et du coup, ils ont d'importants risques de problèmes avec la justice. Et c'est pour ça qu'on est également, alors cette fois-ci en Aquitaine, on est en train de travailler sur la formation des personnels de police et de justice. Les fonctions exécutives sont atteintes, donc ça crée des problèmes pour comprendre la conséquence des actes. Ils ne peuvent pas planifier, ils sont incapables de respecter un rendez-vous, ils ne savent pas s'adapter aux situations nouvelles, pas possible de gérer un budget. Pour mon fils de 31 ans, c'est toujours nous qui gérons. Et ils n'apprennent pas de leurs expériences. À propos de la maturité, je vous disais ça tout à l'heure, là vous voyez que pour un jeune qui peut avoir 18 ans, ben, en fait, en compréhension fine, il aura que 6 ans. Les concepts monétaires du temps et de l'argent, ben, ce seront cette compréhension, ce sera celle d'un enfant de 8 ans. Maturité émotive, vraiment, c'est un petit enfant. Alors qu'en maturité physique, il sera bien à son âge, évidemment. Alors quand il commence à y avoir des problèmes sexuels, vous imaginez bien les dégâts que ça peut faire. Et alors, les surhandicaps, eh bien, voilà ce que c'est, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est une étude extrêmement connue d'Anne Stressgut qui date de 1996. Ça veut dire que 90% auront des problèmes de santé mentale. 60% auront interrompu leur scolarité, autant auront des problèmes avec la loi. Important également, les conduites addictives. Nos gamins, ils ont été exposés à l'alcool extrêmement tôt et donc, malheureusement, à l'âge adulte, ils vont développer des conduites addictives, pas seulement envers l'alcool. Les comportements sexuels inappropriés sont extrêmement courants. Et les problèmes de logement et d'emploi, d'autant qu'ils n'auront pas eu de formation. Alors, vous allez me dire que je vous trace un tableau absolument apocalyptique. Oui, mais voilà les résultats d'une étude en Suède, donc, qui montre que avec un diagnostic complet, avec la prise en charge précoce, bon, le système social scandinave, c'est remarquable. Hein. Ils sont beaucoup mieux pris en charge que chez nous. Mais avec ça, donc, les troubles secondaires sont vraiment largement minimisés. Et vous voyez que ce sont des personnes qui ont un relatif succès scolaire. 47% qui ont fini le secondaire, c'est bien. Nous, les nôtres, on n'en est pas encore là.
une bonne employabilité et surtout très peu de problèmes avec la justice, hein, des cas de délits graves qui ne sont pas franchement différents de ce qu'on trouve dans le groupe témoin, et malgré donc les problèmes psychiatriques et la susceptibilité aux drogues et à l'alcool, ça qui reste vrai, mais qu'on peut prendre en charge. Voilà. Donc, pour conclure, il faut se rappeler que les TSAF, on n'en guérit pas, mais diagnostic et prise en charge précoce, ça permet d'éviter tous les problèmes de surhandicap. Se rappeler aussi qu'un retard de diagnostic augmente les risques. Et se rappeler aussi que dans notre pays, la prise en charge des enfants non syndromiques, donc des TSAF qui ne se voient pas, ben, ils sont beaucoup moins bien diagnostiqués que les SAF complets et qu'à l'âge adulte, donc ils ont 2 fois plus de problèmes avec la justice, l'alcool ou les drogues. Donc, il y a un seul mot d'ordre, repérage précoce, diagnostic, prise en charge. Voilà, eh bien, je vous remercie. Et Thomas et tous les enfants de notre association vous remercient également de votre écoute. Et je suis dans les temps. Merci à toi, Catherine, de ce belle présentation qui, je pense, on a appris beaucoup à beaucoup. Je suis allée vite. Il n'y a pas de réaction, donc les gens sont baba. Il y avait un certain nombre de questions qui avaient été posées avant l'Arcafé, mais tu y as répondu. Moi, j'avais envie quand même de réagir sur le fait que on a tous dans nos pratiques des accompagnements d'enfants qu'on pourrait tous mettre avec une possibilité de syndrome d'alcoolisation fœtale ou de troubles, parce que effectivement, de 0 à 3 ans, on retrouve quand même beaucoup de caractéristiques qui sont chez tous les enfants. Donc, il faut ne pas se faire avoir et ne pas considérer effectivement toujours que ces symptômes qui sont chez des enfants très classiques ne sont pas en rapport avec une alcoolisation des parents. Et du coup, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est assez intéressant d'avoir ça en tête, de manière à ce que quand on a face à nous des enfants qui sont effectivement avec des troubles du tonus, qui sont avec des troubles de la compréhension voilà, de penser et de s'autoriser à aller poser des questions aussi aux parents. Parce que je pense que l'autorisation des professionnels est quand même quelque chose de complètement indispensable pour pouvoir ouvrir des portes aux parents. Oui, mais après, c'est justement poser cette question qui est difficile pour les professionnels. Complètement. Ça, on en est tous bien conscients. Moi, je témoigne de ce que c'est, mais il faut pas avoir peur de cette question. En fait, je dirais que c'est quand on sent que le professionnel a peur, je pense que ça aussi, ça peut braquer les familles. Plus on est naturel et simple dans la manière de poser les questions, bon après on n'est pas à l'abri d'une maman qui monte sur ses grands chevaux en disant moi boire de l'alcool jamais, mais c'est peut-être justement là qu'il faut se poser la question. Non mais c'est difficile là, c'est certain. Alors je ne sais pas s'il y a des réactions, si quelqu'un veut ouvrir son micro, sinon on va pouvoir continuer. Oui, Isabelle. Bonjour à tous, c'est Catherine. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation qui qui sort de nos champs de la théorie régulière qu'on traite lorsqu'on fait des interventions. Donc, vraiment un grand merci pour y mettre du vécu. Bon, c'est pas très agréable, mais en même temps, ça donne du concret. Et on en a besoin pour diffuser cette information auprès de tout le monde. Oui, le repérage, on est d'accord. Et puis, vous savez, le bas blesse pour la suite. Je voudrais juste vous donner un témoignage au jour d'aujourd'hui. Nous avons une jeune maman qui est enceinte de 3 mois et demi, 4 mois, qui est rentrée à la maternité
dans un contexte d'alcoolisation aiguë, d'ébriété. Et elle-même a eu un parcours visiblement difficile dans l'enfance, avec, je pense aussi, probablement une maman quand elle était dans son ventre qui elle-même consommait aussi de l'alcool. Au jour d'aujourd'hui, nous avons réalisé le sevrage alcool pour cette maman. Pour l'instant, le développement du bébé va bien. Le gros problème, c'est que cette maman ne se sent pas de sortir de la maternité parce que se sentant très vulnérable par rapport au maintien et à la consolidation de son abstinence à l'alcool. La difficulté, c'est que la maternité ne peut pas se prolonger, enfin l'hospitalisation maternité ne peut pas se prolonger vu qu'il n'y a pas d'argument d'un point de vue obstétrical qui justifierait la poursuite de cette hospitalisation. De notre côté, nous établissons un contact très rapproché et nous avons sollicité des structures, bien entendu, parallèles pour venir la voir per hospitalisation. Le gros problème, c'est que nous n'avons pas de structure. Avant, il y avait des structures éventuellement d'addictologie ciblées femmes enceintes, futures mamans. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus. Ces structures se sont transformées dans leur activité. Donc, voilà. Il n'y a pas des lieux de soins de suite. J'en connais au moins 2 en France, mais il y en a plus que ça. J'en connais un très bien dans les Landes qui accueillent les mamans qui ont été en difficulté avec l'alcool, qui les accueillent avec leurs enfants pour au minimum 3 mois, voire 6 mois parfois après la naissance. Alors, je veux bien avoir ces coordonnées, celles que nous avons ici en proximité du Vaucluse ou de la région un peu plus loin. On ne prend que sur des périodes, sans compter les vacances scolaires. On ne prend plus à partir du premier trimestre. Enfin, beaucoup de restrictions dans les admissions, c'est-à-dire qu'elles sortent des clous des critères d'admission. Donc, au jour d'aujourd'hui, on approche du 4 mois de grossesse. Et je ne trouve absolument pas d'établissement. Elle a une petite fille déjà de 2 ans qui pourrait l'admettre. Tout ce qui concerne centre d'addictologie, hors femmes enceintes, etc., il n'en est pas question parce que c'est une maman qui est très vulnérable. Il faut vraiment la mettre dans un dispositif très protecteur. Donc, on se trouve confronté à ces réalités. Écoutez, moi, j'en connais 2. Un dont j'ai entendu parler samedi, puisque j'étais dans un congrès d'anciens malades de l'alcool. Un est donc à Marienbronn, c'est en Alsace. Et là, ils prennent même les familles avec enfants. Vous me donnerez ça en aparté. Et l'autre dans les Landes. J'en connais au moins 2. Manifestement, il y a Picard Fil Rouge, qui doit être quelqu'un de Picardie, qui nous dit sur le… Broquedis, voilà, oui, c'est celui-là. Broquedis et le mail sont spécialisés parentalité et addiction. Exactement. C'était de celui-là dont je parlais. Si Arca peut me passer les coordonnées, Michel après, moi, je le lis juste sur le… Moi, je les ai, je les ai, les coordonnées. On avait rencontré la directrice dans un congrès à Bordeaux. C'est vraiment chouette. Broquedis, c'est vraiment bien. Et donc, Picard Fil Rouge, je vous lis ce qu'il y a sur le chat, qui nous dit « Je suis sage-femme au Fil Rouge, équipe mobile parentalité addiction à Marseille. » Ah, Marseille, bien. Donc, peut-être qu'ils auraient aussi des relais plus… Je vais les contacter, je vous contacterai. Je ne sais pas, je ne vois pas là, mais… Fil Rouge à Marseille, oui, tout à fait. Je crois qu'il y a quelque chose aussi en Lozère, mais là, j'ai moins d'informations. Mais je pense que voilà, le gros problème, c'est ça, c'est la dimension des structures, la disponibilité de certaines structures, et puis surtout, on le sait tous, sur le territoire, l'accompagnement des femmes enceintes repérées, identifiées. Le gros problème, il est là. Ok, bon, on essaiera de réfléchir à tout ça au congrès, enfin à la journée du 6 octobre, qui effectivement nous permettra peut-être de coordonner des choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, moi, je voulais dire à Catherine que la fiche dont tu nous parlais, tu peux nous l'envoyer. D'accord. Et comme ça, on la diffusera. D'accord.
Je peux aussi partager mon diaporama, il n'y a aucun problème. Alors, oui, alors tu peux aussi nous envoyer le diaporama et D'accord. qu'on aura à Arca, mais de toute façon, l'Arcafé a été enregistré et sera sur le Facebook Oh, oh, du d'Arc. coup, ok. Alors, excuse-moi, il y a une chose que j'ai donc oublié de faire, c'est d'enlever la photo de tous les enfants qui se trouvent sur la première page du diaporama. Là, s'il y a moyen de le flouter, On va essayer de flouter ça, d'accord. voilà, hein, parce que là, il y a des… Ok, Je ne veux pas que cette bien sûr, photo-là apparaisse. tu as raison. Les autres, c'est des photos de mon fils ou de gens dont je sais qu'il n'y a pas de problème. D'accord, mais on floutera la première. Voilà, la première, là, il faut vraiment flouter. Ok. Et du coup, je Merci. suis désolé, c'est pour ça qu'on entendait enregistrement machin. Oui, oui, oui. On avait une mauvaise connexion ici. Et voilà, Bernard nous dit qu'il floutera les photos. Enfin, la première photo. Merci. La première, oui. Les autres, enfin, je regarderai tout. Je lui dirai s'il faut en flouter d'autres. Ok. D'autres réactions? Oui, Louis. Oui. Alors, le XAPA de Tarascon. Oui. Quelle est la spécificité de On entend très mal. Quelle est la spécificité de l'accompagnement, s'il vous plaît? La spécificité de l'accompagnement, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, ça, oui. Pour les enfants? Diagnostiqué. Oui. Pour les enfants diagnostiqués. Alors, la spécificité, c'est… Enfin, la prise en charge, je dirais, c'est comme pour tous les troubles du neurodéveloppement. Par contre, pourquoi il faut avoir en tête que peut-être ce sont s'il y a un diagnostic vraiment d'exposition prénatale à l'alcool, c'est que ça permet d'avoir en tête quelle va être l'évolution prévisible de ces enfants. Parce qu'un gamin qui est hyperactif, un décidément, TDAH, il n'aura pas forcément la même évolution à l'adolescence que nos enfants exposés à l'alcool. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir en tête cette spécificité-là. En plus, quand dans une famille, l'équipe médicale repère un enfant qui a été exposé à l'alcool, il faut imaginer que peut-être il y en a d'autres et qu'il faut à la fois regarder la fratrie et il faut peut-être s'occuper de la maman pour qu'elle évite de donner naissance à un autre enfant. Vous allez me dire, ça, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais dans l'idéal, c'est ça. Après, la plupart de nos gamins, ils sont tous passés chez l'orthophoniste parce qu'ils ont tous eu des problèmes au minimum d'élocution. Ils sont tous passés en psychomotricité dans leur petite enfance. L'ergothérapie est extrêmement importante pour l'adaptation du poste de travail, notamment à l'école. Comme ils sont agités, on leur facilite la vie en fait quand on peut leur permettre, par exemple, d'avoir un bureau équipé d'un pédalier, parce que ça les régule en fait. Et il faut savoir aussi que ce sont des dispositifs qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Enfin, quand il y a un dossier MDPH, ces dispositifs-là peuvent être pris en charge. Chez nous, on a 1 ou 2 enfants comme ça qui, dans leur école, ont un bureau avec un pédalier ou des gamins qui, au lieu d'être assis sur une chaise, ils sont assis sur un ballon parce que ça leur permet, en fait, de se contenir eux-mêmes, hein, au lieu de jeter les jambes dans tous les coins, de taper dans les barreaux des chaises, ce qui gêne beaucoup, eh bien, ça leur donne une stabilité. Il y a plein d'adaptations de ce genre-là. Oui, ça a l'air de vous amuser, le coup du pédalier, mais c'est vraiment, aux États-Unis ou au Canada, c'est extrêmement fréquent. Hein. Donc, il faut…
il faut apprendre aussi, et ça peut être l'ergothérapeute qui le fait, il faut apprendre à la famille et aux enseignants à leur fournir des abacs, se rappeler qu'à telle heure, on fait telle chose, que pour se laver les mains, eh bien, on fait les gestes dans tel et tel ordre. Voilà, c'est tout ce genre d'aide, à la fois à domicile et à l'école, qui est important. Après, je pense que pour des enfants atteints d'autres troubles du neurodéveloppement, vous allez avoir les mêmes recommandations. C'est sûr, c'est que plus c'est commencé tôt, mieux c'est. Voilà, plus c'est Donc, commencé tôt, mieux plus c'est. on fait un diagnostic précoce, plus on leur offre la chance, entre guillemets, d'avoir un accompagnement éducatif au sens large du terme, adapté, enfin, il est adapté comme il n'y a aucune spécificité manifestement chez eux comme accompagnement, mais c'est un accompagnement global comme on peut le faire chez beaucoup d'enfants, mais il faut le faire précocement. Et plus on aura le diagnostic précoce, mieux ça sera. Et juste pour dire un petit mot sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'il y a la prévention avant qui est hyper importante. C'est-à-dire que nous, tous dans nos boulots, si on peut effectivement œuvrer pour qu'il y ait une diminution de la consommation d'alcool chez des femmes qui, et donc maintenant des futurs pères qui décident a priori de débuter une grossesse, je pense que c'est primordial. Donc en parler d'une manière bienveillante, je pense que c'est quand même quelque chose de largement positif. Mais le gros problème des familles, c'est la saturation des structures. Quand on voit que pour admettre un enfant en CAMS, il faut attendre 1 an, voire plus, alors qu'on sait qu'il faut les prendre en charge très tôt, ben, bien sûr. Le drame, il est là. Et vous n'y pouvez pas grand-chose. Encore une question? Pardon. Dans le contexte d'un diagnostic précoce, est-ce que les médecins généralistes et les pédiatres sont éveillés à ce diagnostic? Le problème, c'est que les médecins généralistes et les pédiatres ne connaissent pas grand-chose, vraiment pas grand-chose à ces troubles-là. La faute en est à leurs études. Tant que je sache, les problèmes d'alcool, d'après ce qu'on m'a dit, vous qui êtes médecin, là il y en a, vous me direz si c'est vrai, on m'a dit que c'est grosso modo une demi-journée dans le cursus universitaire, sauf à se spécialiser après évidemment. Donc les généralistes savent à peu près ce qu'est un syndrome d'alcoolisation fœtale, ils ont en tête la dysmorphie. Autrement dit, quand il n'y a pas de dysmorphie, non madame, ça ne peut pas être ça, il n'y a pas les signes caractéristiques. Et ils ont complètement oublié que dans 80% des cas, ça ne se voit pas. Donc, ils pourraient être tout à fait habilités à faire un premier repérage, mais le problème pour les médecins de famille, c'est que je suis pas totalement sûre qu'une maman aura envie d'aller dire à son médecin de famille qui connaît les cousins, les frères, les sœurs et tous les voisins que bah oui, j'ai un problème avec l'alcool. Donc ça, je pense que c'est un frein. Les pédiatres, bah évidemment, là, les pédiatres, ils devraient connaître un petit peu mieux. Mais quand j'étais allée au congrès national de pédiatrie il y a quelques années, je m'étais rendu compte qu'en fait, ils connaissent pas beaucoup mieux, quoi. Les neuropédiatres, oui, mais les pédiatres classiques de ville. C'est un peu ce que je disais juste après ton intervention, c'est quand même que les signes sont des signes assez fréquents chez des enfants non SAF, hein, et du coup on se retrouve avec effectivement une possibilité un peu compliquée parfois d'évoquer ça avec les parents, alors que effectivement ça devrait être quelque chose de beaucoup plus facile à mon avis.
Si déjà on repérait les enfants qui ont vraiment un SAF complet ou partiel, si déjà on les repérait tous, ça ferait déjà avancer les choses. Hein. Bien sûr. Alors, la ASE Argentan, et puis après on va arrêter. Elle dit bonjour, l'ASE Argentan, c'était pour dire quelque chose? Nous nous posons la question d'un risque de maltraitance. À la limite, peut-être ouvrirez votre micro pour nous en dire plus. Et puis après, on va arrêter la… Non, donc il y a marqué… Voilà, c'est bon. Oui, Alors, en fait, Bonjour. par rapport à des parents qui seraient en difficulté avec des enfants qui ont du mal à boire ou qui ne veulent pas se nourrir, ou il y a un risque de maltraitance, de négligence. Enfin, on a connu. Tout à fait, oui. Et c'est pour ça que certains de ces enfants se retrouvent à l'aide sociale à l'enfance, dans les cas de famille vraiment compliqués. Vous avez eu un exemple? Plusieurs, oui. Plusieurs, ouais. On a eu aussi des pédiatres qui par exemple, parlaient de sevrage aussi à la naissance. On a eu des enfants où on nous disait clairement qu'il fallait faire un sevrage. C'est pas très fréquent, heureusement, mais oui, on connaît des cas. Après, c'est peut-être plus fréquent chez vous. Oui, il y a des statistiques. Hein, oui, on sait que Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, là, il y a tout un arc particulièrement consommateur. Ouais. On a eu ce genre d'enfants qu'il fallait sevrer, qui avaient ce qu'on appelle des trémulations en lien. Je me rappelle de ça. Voilà. Ok, bon, on va clore cet art café. Ouais. Une autre question, c'est possible? Allez, vite. Du coup, par rapport à une femme qui est abstinente, mais qui a eu des consommations d'alcool très, très importantes, qui a donc un corps abîmé, est-ce que le fœtus va avoir les mêmes conséquences et un enfant va avoir les mêmes conséquences qu'un autre dont la mère s'alcoolise pendant la grossesse? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Les médecins, je ne sais pas. A priori, si elle ne boit plus pendant la grossesse, il n'y a pas de souci. C'est vraiment l'alcoolisation pendant la grossesse qui est délétère. Mais si elle a un corps qui est déjà bien imbibé par l'alcool. Ah non, je ne crois pas qu'il y ait de… Je n'ai jamais entendu parler d'études autour de ça. Non. D'accord. Alors, merci Catherine. Donc, sur le chat, vous avez le lien pour vous inscrire à la journée du 6 octobre au CODES. Et donc, le prochain art café, c'est le 11 octobre avec addiction et handicap. Donc, réservez la date. Et vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Et vous recevrez des informations. Merci Catherine, merci à tous. Merci de votre écoute. Et à très bientôt.